Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les Zébulons de Capri-Franc. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui écouteront notre audio vidéocast sur YouTube. Nous nous retrouvons pour la causerie Goûter la littérature d'Amérique Caraïbe. Nous n'avons pas obtenu l'autorisation de diffuser l'intervention de notre intervenante, mais nous avons tenu à maintenir la causerie avec les Zébulons. Merci pour votre compréhension et place au débat. Alors on y va les filles. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on sait sur la littérature d'Amérique Caraïbe? Alors moi j'ai... Vas-y. Moi j'ai plus des questions, c'est-à-dire que déjà je ne vois pas exactement quelle place géographique les Amériques Caraïbes recouvrent. C'est-à-dire que je ne vois pas exactement quels pays, quelles zones sont concernés. J'avais aussi une autre question en termes de langue, parce que donc là déjà la présentation de notre intervenante a déjà un peu ciblé qu'on parlait sur de la littérature en français et en espagnol, mais j'imagine que les littératures anglophones de la zone sont peut-être concernées aussi. Donc voilà, beaucoup de questions en termes de définition, où, quelle langue, voilà. Oui, Pascal. Je te rejoins également, puisque c'est vrai que là, donc quand on parle de la Caraïbe, c'est les Caraïbes, et les Caraïbes comprennent aussi bien donc la langue espagnole, que la langue anglaise, que la langue néerlandaise aussi, d'un côté, donc le hollandais aussi est important, néerlandaise, et donc la langue anglaise. Et que derrière, parce que tu parles des Caraïbes, et ensuite le côté Amérique, puisque ce serait donc quelle Amérique? Est-ce que ce serait l'Amérique du Sud? Est-ce que ce serait l'Amérique du Nord? Et est-ce que dans l'Amérique du Sud, on prend en compte également la Guyane? Parce que c'était aussi l'une des interrogations de Claudia. Est-ce que la Guyane fait partie également, puisque là, c'est donc du fait qu'elle ne soit pas totalement donc du côté Antilles et autres? Est-ce que ça prend également tous ces auteurs-là, de ce côté, de ce plan-là? Et c'est vrai que le lieu, l'espace-lieu, la dynamique du lieu est importante. Ouais, moi, je suis moins calée, donc je viens vraiment totalement en novice. Donc moi, j'entends littérature d'Amérique Caraïbe, donc je me dis littérature qui englobe les Amériques et toute la Caraïbe. Donc, comme tu disais, Pascal, donc les Caraïbes de côté anglophone, hispanophone, enfin toute la partie Caraïbe de la littérature, donc en passant par les Antilles, Martinique, Guadeloupe, mais aussi, comme tu dis, la Guyane, puisque la Guyane fait partie aussi de l'Amérique. Et est-ce que ce n'est que les Caraïbes, ou est-ce qu'on peut parler aussi des pays, puisque je vois hispanophone, donc toute la partie Amérique du Sud, où voilà, moi je vais vraiment en novice, parce que j'entends littérature d'Amérique Caraïbe, donc et Amérique et Caraïbes, ou un ensemble, ou un échange, ou une contraction des deux, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je comprends ce que c'est que la littérature d'Amérique Caraïbe. Claudia nous a aussi... Oui. Pardon. Oui, non, mais... je viens aussi complètement en novice, je ne connais absolument rien au sujet, donc je vais écouter avec attention. D'accord. C'est vrai que c'est un débat c'est un thème assez vaste, et pour nous un peu nouveau. On est un peu perdu sur ce plan-là, parce qu'en fait on a des questions plus que... On va débattre, mais en fait, on a plus de questionnements que de certitudes. Donc, on a plus d'interrogations, parce qu'en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que l'Amérique Caraïbe, ça regroupe énormément de choses. Et c'est vrai que, Catherine, tu avais des questionnements concernant Claudia. Je sais que Claudia aussi se posait des questions concernant la Guyane. Et Claudia nous avait aussi laissé comme question le fait que est-ce que la littérature reste... Est-ce qu'il y a des spécificités pour les différents pays englobés
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une différence, une spécificité à tel pays, puisque ça regroupe quand même plusieurs pays? Mais oui, c'est ça en fait. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses de cette littérature d'Américarie? Qu'est-ce que tu comprends, même si tu as des questionnements? Mais en premier lieu, qu'est-ce que tu as compris quand on a vu le titre, quoi? Parce que déjà, il y a le terme d'Amérique Caraïbe, déjà le terme d'Amérique en lui-même, c'est un terme qui apparaît après. Et le terme de Caraïbe, ça renvoie aussi à une histoire. Puisque les Caraïbes, avant, ils étaient donc en Amérique du Sud, et c'est les Caraïbes qui sont descendus et qui ont créé à peu près nos petites îles et autres. Donc déjà, il y a toute cette histoire Caraïbe que j'aimerais bien travailler également, et qui n'a pas été tellement développée, et qu'on ne connaît pas. Parce que nous, notre conception de la Caraïbe, elle est totalement faussée par l'histoire. Et ensuite, la conception américaine, d'autant plus, avec donc les erreurs de Christophe Colomb, c'est encore plus. Derrière, il y a toute une mythologie à remettre en cause, à remettre en place. Et comment créer à partir de ces mythes qui sont faussés, puisque du côté même, le terme Amérique, c'est un terme qui est faussé. Le terme de Caraïbe, c'est un terme qui est faussé. Donc comment déconstruire ces deux termes-là et créer une littérature qui prendrait en compte toutes ces zones géographiques qui, généralement, n'est pas dans une dépendance. Puisque d'un côté, tu as des départements antillais, de l'autre côté, tu as des pays, de l'autre côté, tu as un continent. Donc, comment tu mets tous ces éléments géographiques, historiques et culturels ensemble? Et comment, derrière, les auteurs se prennent en charge cet élément-là? Parce que de l'autre côté, c'est vrai que quand j'ai entendu le nom de Micéla, moi j'ai pensé à Mycéa et j'ai tout de suite pensé à Glissant. J'ai pensé à la lézarde. Et donc de ce côté-là, donc Mycéa, la lézarde, la relation, la politique de l'écho, et toute cette géographie et autres. Mais comment tu mets cette histoire donc derrière, ben oui, derrière il y a Glissant, auteur antillais, de l'antillanité et autres, toute cette problématique-là. Mais l'italianité ne prend pas en compte l'américanité non plus. Et l'américanité, c'est encore autre chose, c'est un autre rapport au monde. C'est une autre culture également, c'est un autre état, c'est une autre indépendance, c'est un autre état d'esprit. Donc comment construire tout ce projet autour d'une littérature qui serait reconnue par qui, pour qui et comment? Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vont se revendiquer de cette littérature-là, qui vont porter ce projet-là, qui vont lui donner une ouverture? Mais avant, moi, c'est la première fois que j'entendais par exemple la littérature américaine ou des Amériques, et d'un autre côté, la littérature de la Caraïbe. Donc pour moi, la littérature de la Caraïbe, c'était Cuba, Martinique, Guadeloupe, Haïti, tu vois. Vous voyez? Mais la contraction des deux, c'est la première fois que je l'entends. Donc il est vrai que, comme tu le disais Pascal, ça demande, il y a beaucoup d'histoires derrière et il y a beaucoup d'échanges à faire entre les auteurs. Pour que ça prenne une dimension d'Amérique Caraïbe. Parce que la question aussi est de savoir, est-ce que c'est une posture des auteurs ou c'est aussi une posture d'intellectuels? Les intellectuels, ils peuvent créer également, c'est comme ce qui s'est passé dans la littérature française, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a décidé de classer les choses. On a décidé de dire, oui, à ce moment-là, ça, on va le nommer telle chose et autre. C'est une histoire de classement de catégories. Est-ce que donc c'est une catégorie d'intellectuels qui considèrent qu'on peut mettre toute une zone géographique dans un ensemble, ou c'est une posture d'auteur et c'est une poétique d'auteur, c'est-à-dire c'est un travail des écrivains? Est-ce qu'il y a des écrivains qui sont porteurs de ce projet-là, qui mènent ce projet-là? Est-ce qu'il y a une philosophie derrière ces éléments-là, ou c'est juste une histoire de classement, de catégorisation de différents auteurs? Parce que si on fait ça, dans ces cas-là, on peut parler du travail qui a été fait par Schwarzbart. Schwarzbart, c'est le premier qui a vraiment mis dans son texte Bogota, Adieu Bogota, qui parle également de ce qui se passe à Bogota. Et ensuite, il va donc ensuite en Guadeloupe, il retourne en Martinique et il revient en France. Donc là, on a vraiment tout le projet, on a vraiment toutes les cultures qui sont mises dans son Adieu Bogota, tu as toutes les histoires qui sont mises en avant.
Mais c'est très peu d'auteurs dans lesquels on retrouve vraiment ce brassage des cultures, qu'on passe d'un univers à un autre. Et cette envie vraiment de dépasser les frontières et de dire qu'en fin de compte, les problématiques sont les mêmes. Parce qu'il va, à travers son personnage, ce personnage va être ballotté d'île en continent, passant par la Guyane, en parlant de Panama, de la construction de Panama, des problématiques qui sont passées avec la construction de Panama, des Antillais qui sont venus à Panama, des rencontres qui se sont faites, et ensuite de ce retour également en Martinique, ou de son « j'ai plus envie d'aller en Martinique » et autres, et ces problématiques-là sont posées. Mais on trouve ça très peu, parce que chaque fois, chaque auteur, généralement, traite soit de son département, soit de son île, ou soit de son continent. Et c'est très peu qui font le passage de l'un à l'autre. Et toi, Claudia, parce que je sais que pas Claudia, Catherine, pardon, toi qui lis beaucoup, la littérature d'Amérique Caraïbe, à part les questionnements que tu as, qu'est-ce que ça t'a inspiré en fait? Alors, sincèrement, très peu de choses, parce que là, à froid, je ne vois pas d'auteur concerné, comme ça. Par contre, tu nous as passé une photo avec un certain nombre de livres, et j'ai remarqué la présence dans cette liste de Gabriel Garcia Marquez, si je me trompe pas, 100 ans de solitude, où j'étais étonnée, parce que, alors là, j'avoue, pour le moment, je suis toujours coincée sur la définition géographique, et notamment en plus, vous avez parlé des Antilles, et j'avoue que je suis allée faire un petit tour sur Internet pendant ce temps-là pour essayer de délimiter tout ça, parce que Antilles, Caraïbes, je vois vaguement c'est, et je ne voyais pas la différence. Donc, si je crois avoir compris que les Antilles c'est plus petit, et que les Caraïbes englobaient les Antilles. Mais voilà, j'avoue qu'à froid, je ne connais pas d'auteur. Et si l'autre question que ça amène, c'est est-ce que utiliser les Caraïbes comme cadre, est-ce que ça suffit pour en faire partie en termes de littérature? Parce que, effectivement, après, par contre, je peux avoir des auteurs que je sais n'appartenant pas aux Caraïbes, mais qui utilisent les Caraïbes comme cadre. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Caraïbes, c'est aussi, avant d'être une littérature faite par des gens du coin, c'est aussi un certain imaginaire. Ah oui, donc je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, alors pour toi, ce serait plus, on n'est pas obligé de venir de la Caraïbe pour traiter de la littérature caraïbe, ou d'en parler, ou d'en faire d'être un auteur parlant de la Caraïbe. Et quand tu entends Amérique Caraïbe, tu te demandes est-ce que ça ne concerne que des auteurs de la Caraïbe, c'est ça? C'est surtout que là, à froid, c'est vrai que moi je suis plutôt spécialisée littérature américaine et britannique de langue anglaise. Donc c'est vrai que c'est un secteur où je connais très peu de choses, et les rares mentions en termes de littérature que je vais connaître viennent de la représentation des Caraïbes. Mais représenter la Caraïbe n'en fait pas un auteur caraïbéen. Donc alors Catherine, oui, tu vois, je reprends dans l'idée que tu disais, tu vois, il y a un auteur qui s'appelle Catherine Bardon, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Déracinés. Dans Les Déracinés, donc ce qu'elle raconte, ce sont des Viennois qui sont partis, donc là qui sont partis sur une des îles, et qui ont travaillé à la reconstruction de cette île. Et donc là ils étaient partis en République dominicaine. Et donc c'était des Juifs, c'était pendant donc la Seconde Guerre mondiale et autres, et donc ils racontent cette histoire où des Juifs sont venus, où ils ont participé aussi à la reconstruction de la République dominicaine. Donc du fait qu'elle parle de cet espace, est-ce qu'on peut la considérer qu'elle aussi participe à ces littératures d'Amérique et Caraïbes? Puisqu'elle parle de cet espace-là, mais elle parle de cet espace-là en parlant d'une expérience qui s'est déroulée en République dominicaine. Ou est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme Faulkner, ou est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme Morrison? Est-ce qu'on peut dire également qu'il participe aussi à cet espace-là?
Ou on peut prendre quelqu'un qui est totalement, qui n'est pas du tout dans la thématique de l'esclavage, un auteur américain, et on peut se dire également qu'il peut appartenir aussi à cet espace-là. Ouais, ça c'est des questions. Mais à côté de ça, je suis en ce moment en train de travailler sur l'Australie, qui a justement des points communs, notamment en termes d'histoire, avec, je veux dire, en tant que terre colonisée, où effectivement, à un moment, il faut aussi laisser la place aux personnes, j'allais dire aux personnes du coin, c'est-à-dire il y a aussi le risque que non seulement la colonisation soit une colonisation de fait économique et autres, mais aussi littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il faut aussi laisser la place aux populations locales de s'exprimer. Ben, est-ce qu'il y a, donc là c'est le problème de toute littérature après, est-ce qu'il y a un prérequis? À partir du moment où tu parles de la littérature, tu n'as pas de prérequis. Tu parles d'un texte, tu crées une émotion, c'est ça qui est le plus important. Que tu sois du coin ou pas du coin, tu crées une émotion à partir d'une histoire, quelque chose qui te touche. Est-ce que c'est pas le rôle d'un auteur, parce que cette histoire le touche, et qui prend en compte cette histoire-là, et qui crée à partir de cet imaginaire-là? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose, une légitimité de dire parce que je viens de telle île, j'ai plus de légitimité qu'un tel de parler de cette histoire-là? C'est ça aussi, cette problématique. Non, mais t'as pas plus de légitimité, ça c'est sûr. Mais étant donné que c'est en général la littérature, je coupe en deux Amérique, Caraïbes, et disons la littérature de la Caraïbe, elle est moins visible que toute la littérature européenne, entre guillemets, vous voyez. Donc c'est vrai que on ne devrait pas se dire que parce qu'on sort de la Caraïbe ou qu'on vient de la Caraïbe, on est plus légitime qu'un autre qui serait touché justement par l'histoire, par le vécu, par une émotion qu'il aurait eue. Mais comme je rejoins Catherine, il est vrai que ça serait bien que cette littérature venant des auteurs de la Caraïbe soit plus mise en avant, sans pour autant délaisser d'autres personnes, d'autres auteurs qui voudraient en parler suite à une émotion, suite à une envie de donner leur émotion par rapport à cette littérature. Je suis pas d'accord avec toi parce que, tu vois, j'entends ce que tu dis. Mais on parle de littérature et la littérature, tout le monde peut s'en saisir. Parce que regarde, le premier texte de la littérature antillaise, la première épopée de la littérature antillaise, c'est La Mulâtresse Solitude. Et La Mulâtresse Solitude a été écrite par André Schwarzbart. Et donc, est-ce que tu peux lui retirer ça? Non. Et pourtant, les premiers romans, c'est l'une des premières héroïnes noires qu'on ait en littérature française. Et donc il s'est saisi de cette histoire-là, il l'a raconté avec sa manière, il l'a proposé, il l'a mise en avant. Et donc, tu vois, après, il y a eu d'autres, donc après, tu as eu Condé, elle a décidé d'aller en Afrique et de raconter des histoires, des épopées africaines. Est-ce que ça, tu peux lui enlever? Non, parce que c'était son désir. Ensuite, chacun doit saisir son désir. Est-ce que c'est parce que tu viens de la Guadeloupe, est-ce que c'est parce que tu viens de la Guyane que tu es obligé de parler de la Guyane et autres? Non. Et est-ce que c'est ce qui t'empêchera d'être un Caribéen? Non plus. C'est une émotion, c'est ton désir. Et donc, c'est comme si tu mettais une étiquette sur l'auteur. Il est obligé de faire ça. Mais non, tu fais ce que tu veux. C'est ta liberté d'artiste. Mais Pascal, est-ce que donc Condé qui part en Afrique écrire sur l'Afrique, est-ce que ça va être exactement la même littérature en termes de mouvement, d'influence que Senghor, qui va avoir grandi, qui va avoir écouté et ressenti une autre, tu vois, qui aura grandi différemment, qui aura une autre culture. Donc je pense qu'il y a aussi une question, sans pour autant renier que c'est de la littérature, est-ce que ça appartient au même mouvement? Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, ils relèvent tous de la littérature, mais est-ce qu'on peut vraiment les mettre dans le même panier en termes d'influence et de...
Ben, quand elle écrit Ségou Condé, donc c'est parce que elle est touchée également par des émotions, par des éléments, et donc elle va rechercher quelque chose qu'elle trouve en Afrique, elle trouve pas forcément c'est une façon pour elle de s'exprimer. Et donc Ségou, c'est vraiment l'une des premières épopées qui va être importante dans la littérature française et qui va faire qu'elle sera reconnue aussi pour ça. Mais ensuite, c'est le problème également, comme d'habitude, du lieu, du classement, on t'enferme dans une étiquette. Et donc, ce qui va être lui reproché également, c'est ce côté africain qui va être délaissé du côté, du côté Guadeloupe et autres, en tant qu'auteur caribéenne. Et donc, est-ce que c'est l'artiste qu'on voit ou est-ce que c'est ce qu'il écrit? Ensuite, Senghor, lui, quand il écrit, il va écrire par rapport au mouvement de la négritude à un certain moment, à une certaine époque. Et donc, la revendication ne sera pas la même, la posture sera pas la même. On ne peut pas mettre tout sur le même plan. On peut pas ensuite donc assigner une place à un écrivain. Ça, c'est le rôle de l'artiste et son émotion. Après, toi, en tant que critique, tu peux dire ceci, tu peux dire cela, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, tu peux dire oui, je préfère un tel et ceci et cela, tu peux critiquer, mais tu peux pas assigner à un tel et dire après c'est une question d'émotion, c'est une question d'esthétique, tu aimes ou tu n'aimes pas. Là on est du côté du goût, du côté philosophique de la chose. Tu as parlé effectivement comment dire, en termes de littérature, tu as parlé en termes d'étiquette. C'est-à-dire, effectivement, nous ça sommes nous renvoie à la question dans quelles 2021, conditions nous ils auront droit à l'étiquette. Deuxième partie de la cause et puis, tu as aussi toute la question basique, qu'est-ce qu'on fait de l'étiquette? C'est-à-dire, est-ce qu'on les enferme ou est-ce qu'on se sert de l'étiquette pour rapprocher, nous sommes toutes restées sur notre fin, comprendre autrement un mouvement, plus que vraiment enfermer l'auteur. C'est-à-dire qu'un auteur n'a pas forcément une étiquette et il peut très bien jouer avec les limites. Mais au final, la question que Patricia va devoir nous expliquer, enfin, à laquelle elle devra répondre, déjà, je pense, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette étiquette-là. Qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport à ça? Alors, il y avait une idée qui avait été évoquée par Patricia à la fin de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, bref, la fin de la dernière causerie, qui était qu'elle regrettait que les écoliers, les scolaires, typiquement de Martinique, ne connaissaient pas forcément les auteurs qui justement viennent comme eux des Caraïbes, des Antilles. Et en fait, ça m'avait fait réfléchir parce que, alors en tant que prof de langue et aussi passionnée de littérature, je pense qu'on n'étudie pas un auteur parce qu'il est du coin, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié Flaubert parce que je suis normande, j'ai étudié Flaubert parce qu'il avait une place dans la littérature. Et si des auteurs méritent d'être étudiés aux Antilles, c'est qu'il y a sûrement quelque chose dans leur écriture qui fait qu'ils méritent d'être étudiés aussi en métropole. C'est pour ça que pour moi, l'argument local, les gens du coin, ça fait un peu littérature du terroir, et au final, je trouve que c'est presque condescendant pour la littérature, parce que s'en est suivi un long débat, donc Pascal et Chimène vont rebondir sur le fait que d'abord il faut que les gens d'où est partie cette littérature la revendiquent et donc la connaissent. Mais je pense que ça doit se faire sur deux niveaux, c'est-à-dire aussi bien faire découvrir à ceux qui sont locaux, parce que c'est leur héritage quelque part, mais aussi si on estime que la littérature mérite d'être étudiée, cela va au-delà des frontières des Antilles. Donc voilà, ça c'était la réflexion qui m'était venue à la toute fin et que je n'avais pas pu développer plus. Et effectivement, donc nous, comme je rebondis sur ce qu'on avait dit, et moi je trouvais, en fait, effectivement, je comprenais ta réflexion et je me disais aussi que effectivement, je comprends que au niveau local et particulièrement aux Antilles, mais ça vient de leur histoire, hein, je pense, qu'il est nécessaire pour eux justement pour pouvoir après la défendre au-delà de leur région, qu'ils connaissent leurs auteurs locaux. C'est pas forcément se l'approprier et de la garder pour eux seuls, mais il est vrai que spécifiquement aux Antilles, c'est
pas la même chose dans les autres régions, mais spécifiquement aux Antilles, de par leur histoire, de par beaucoup de choses en fait. Il est important qu'ils s'approprient d'abord, enfin, j'en ai une réflexion, hein, qu'ils s'approprient d'abord leur littérature. Et une fois qu'ils l'auront bien connue, bien assimilée, bien mangée, et à ce moment-là, je pense qu'ils pourront la défendre, la faire vivre, la faire rayonner au-delà de la région Antilles. Alors, là où j'avais... Pardon Pascal, vas-y. Moi, je suis d'accord avec vous deux, les filles. Parce que le combat doit être mené sur les deux plans. La littérature, le texte, il sort. Le texte, il sort déjà dans une région, mais il sort pour le monde entier. Donc, moi, dans ces cas-là, c'est que ça doit être débattu sur tous les plans. On ne peut pas dire qu'une littérature appartient à un territoire. La littérature, elle appartient au monde, c'est-à-dire elle appartient à tous les lecteurs qui vont la lire et qui vont la défendre. À partir du moment où le texte va sortir, le texte, certes, il va être étudié, ensuite, il va être... les lecteurs vont s'emparer de ce texte-là. Et les lecteurs qui s'emparent, les lecteurs entiers qui vont s'emparer de ces textes-là, aussi bien que les lecteurs qui soient donc américains et autres, il est traduit, mais c'est le texte, il n'appartient plus. C'est-à-dire à partir de le texte, ensuite, il devient quelque chose qui est lu et dont les gens s'emparent ou ne s'emparent pas. Et donc le vouloir l'enfermer et autres, non. Donc je reprends, tu vois, donc quand Flaubert il a écrit, quand il a écrit l'éducation sentimentale ou tous ces autres textes, au départ il les a écrits. Mais ensuite, les Normands ont pris ce qu'ils voulaient prendre dedans. Ensuite, les Parisiens ont pris ce qu'ils voulaient prendre dedans. Et ensuite, le monde a pris ce qu'il voulait prendre dedans. Le texte, ensuite, l'auteur, lui, il écrit son texte, ensuite s'empare de qui veut s'emparer. Donc, il n'y a pas de barrière. Donc, après, c'est ensuite de savoir quel est le devenir du texte. C'est ce débat-là que vous avez. Et donc, le devenir du texte, c'est ensuite quel est le travail, la réception du texte. C'est ça sur quoi vous travaillez. Et la réception du texte, s'empare qui ? N'importe qui peut s'emparer de cette réception du texte. Hein. Et donc là, si ensuite lui fait, donc après, si l'auteur fait un travail en disant que oui, donc déjà il va commencer par les Antilles, par me présenter son texte aux Antilles, ensuite l'envoyer donc en France ou dans toutes les régions de France, et en faisant donc là tout un travail autour de ce texte-là, oui. Mais ensuite, le choix de l'étudier ou pas de l'étudier, c'est donc au professeur de littérature de dire oui, j'étudie le texte. Mais là, c'est un autre débat. Vous voyez? Donc, il y a deux choses. J'écris mon texte, donc ensuite, qui s'empare de mon texte et qu'est-ce qu'on fait de mon texte? Donc là, maintenant, la problématique, c'est pas l'auteur. La problématique, c'est les professeurs, c'est-à-dire comment ce texte est travaillé. Et donc, qui font les relais de ce texte? Qui va le relayer? Qui va ensuite également le faire rayonner? Et là où je ne suis pas d'accord par contre avec Chimène, c'est quand Chimène tu dis que il faut d'abord que la génération actuelle s'approprie cette littérature-là, ce qui veut dire que quelque part la sortie des îles, le moment où ils pourront faire la publicité et promouvoir cette littérature-là, ça le repousse. Et ça veut dire que ce sera quoi, dans une génération, 2 générations, le temps que ces lycéens, que ces collégiens grandissent et une voix plus prédominante. Ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, on parlait quand même de la situation explosive de ces régions qui justement étaient en besoin de connaissances. Et justement, face à cette urgence-là, je regrettais ce côté étape, c'est-à-dire que je trouvais que vu l'urgence, il fallait essayer de trouver un moyen pour au moins commencer sur les 2 fronts. Je dis pas forcément être actif avec la même passion sur les 2 fronts, mais au moins amorcer ce qui te semble cette deuxième étape vers le monde extérieur.
Non, je suis d'accord. Hein, en fait, hein, c'est pas que je dise qu'il faut. Enfin, c'est peut-être que je me suis mal exprimée. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Il faut aller sur les deux fronts. D'accord. Ça, c'est vraiment ce sur quoi ils doivent, en tout cas pour l'association Mycéla qui essaye d'œuvrer dans ce sens. Et c'est vrai que il faut aller sur les deux fronts. On peut pas uniquement se mettre à penser que la littérature ne doit être que, comment dirais-je, connue de la région dans laquelle elle est. Mais c'est simplement un constat que je faisais. Mais c'est vrai que c'est pas la bonne stratégie. La stratégie serait vraiment d'aller sur les deux fronts. Voilà pourquoi notre questionnement d'aujourd'hui, c'était comment trouver la manière de la faire rayonner et de la faire sortir justement de sa zone géographique. Donc faire en sorte que cette littérature ne reste pas confidentielle dans sa région d'Amérique Caraïbe, vraiment dans sa zone géographique. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle puisse voyager, qu'elle puisse aller plus loin. Il faut que ça aille sur les deux fronts. Alors, je donne un exemple. Tu vois, donc il y a donc un auteur contemporain martiniquais qui s'appelle donc Alfred Alexandre. Il a sorti un premier livre qui s'appelle Beau Canal. D'accord, donc ça parle des problématiques donc des jeunes et autres, donc en mélangeant le raga, donc les problématiques vraiment des jeunes par rapport à la drogue et tous ces éléments-là. D'accord. Donc ce texte, il a connu un succès en Martinique. Donc parce que ça sortait, on parlait des jeunes, on parlait des éléments et autres, et donc ça a été pris. Et ensuite, il a été également donc travaillé, c'est-à-dire donc aux côtés du CNDRP, si je me dis pas de bêtises, et il a été proposé également en tant que piste pédagogique. C'est-à-dire que on peut s'approprier ce texte-là et on peut l'étudier en ayant l'éclairage qui est nécessaire pour comprendre ce texte-là. Et donc c'est l'auteur. L'auteur, ce texte-là, oui, tu peux le trouver. Donc tu le trouves donc dans le Centre national d'éducation et autres. Et donc tu peux le travailler si ça t'intéresse ces problématiques-là. Donc tu vois, ça te donne, c'est un des textes, et tu as d'autres textes également qui vont être travaillés et on va apporter des outils, des éclairages pour que les professeurs puissent les étudier des deux côtés. Donc c'est l'auteur Pascal qui a fait cette démarche, c'est lui qui a fait ce démarche. Non, ensuite après, c'est-à-dire ce sont des professeurs qui ont pris le texte, ils l'ont étudié, qui l'ont proposé aussi des pistes pédagogiques et qui l'ont donné à disposition de tout un chacun. Donc, si ça t'intéresse, ces problèmes... c'est là le problème, en fait. C'est qu'il faut qu'il y ait une volonté de professeur pour arriver à ce point-là. S'il n'y a pas cette volonté-là de professeur, ça restera, malheureusement, confidentiel et ça restera dans sa région d'origine. C'est ça le souci. C'est quelque chose, un travail. C'est ce que je suis en train de te dire. Et c'est pour ça que là c'est vrai. Et là maintenant, deuxième question après, c'est un travail aussi de chercheurs, c'est un travail de professeurs et c'est à eux aussi de promouvoir et de donner les pistes de réflexion. De proposer les pistes de réflexion, de proposer des analyses, de proposer une esthétique qui soit que tout le monde puisse s'en saisir et ensuite la diffuser, la divulguer. Ouais, mais ça, comment faire? Non, c'est un engagement. Parce que tu peux pas dire comment faire, c'est un engagement aussi de la part des professeurs et des chercheurs. Parce que dire ça va pas venir comme ça. Ensuite, après, tu as d'autres plateformes qui permettent également de diffuser et autres. C'est aussi de sortir. Avant, on n'avait pas toute utilisation d'Internet. T'as tout ça aussi. T'as des médias qui devraient mettre ça en avant, qui devraient aussi le promouvoir. Des médias littéraires, d'actualité. T'as tous ces sites aussi qui devraient promouvoir aussi cette littérature. Et donc, alors là, j'en rebondis, on aura sûrement une proposition pour Patricia un peu plus tard, mais je vois aussi, Pascal, que tes arguments sont très centrés autour
d'un seul public, d'un seul lectorat qui est le scolaire, puisque tu nous parles des profs, tu nous parles aussi des enseignants, des chercheurs, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout un tas de gens qui lisent, qui ne sont plus au collège, qui ne sont plus au lycée et qui, qui en lisant vont aussi, ensuite faire des retours sur leur lecture. Je m'explique. Donc, passionnée de littérature, je suis aussi un petit peu blogueuse et je suis un certain nombre de blogueurs lecture qui peuvent publier sur des choses comme Twitter, sur Instagram, où il y a effectivement énormément de promotion à ce niveau-là, et je pense qu'une action ne doit pas être forcément destinée que pour les scolaires, parce qu'il y a tout un lectorat qui n'est plus à l'école, qui mériterait aussi de découvrir ces littératures. Donc il faut évidemment associer les scolaires, mais il n'y a pas que qui lisent. Et puis je trouve quelque part que ce serait dommage d'associer un livre uniquement avec l'aspect scolaire, qui serait peut-être même parfois plus contre-productif, c'est-à-dire l'étiquette lue au collège, lue au lycée, parfois ça n'aide pas toujours. Littérature jeunesse. Je pense qu'il y a deux niveaux. Vas-y Catherine, excuse-moi. Ouais. Non, mais je disais qu'il y avait effectivement la dimension scolaire pour les plus jeunes, mais qu'il ne faut pas oublier que voilà, il y a aussi un niveau où un lectorat qui n'est plus dans les études, mais qui peut aussi quand même lire de manière très active. Je suis d'accord avec toi, parce que ça permet, il faut que ce soit, parce que si c'est que pour la jeunesse, littérature jeunesse, et romans jeunesse et autres, et donc résultat, ça dépasse pas le cap. Et donc quand tu le dis, c'est vrai que aussi des plateformes comme la tienne et autres qui s'intéressent aussi, qui recommandent certains ouvrages, et ça permet à d'autres d'ouvrir sur d'autres aires culturelles et de voir que la littérature française, elle n'est pas enfermée, délimitée que par les 7 coins de l'Hexagone, quoi. Exactement, elle est beaucoup plus large que ça en fait. C'est vrai que c'est... Mais après, Pascal et Catherine, vous avez totalement raison, mais c'est un travail, effectivement, qui passe, effectivement, par exemple, par des gens comme Catherine, qui ont des blogs, et qui pensent pas forcément, après, je sais pas, hein, je dis ça, Catherine, tu vas me corriger, mais qui pensent pas forcément, mais qui ne connaissaient pas forcément cette littérature d'Amérique Caraïbe. Et après, je sais pas, hein, je dis ça, mais c'est peut-être faux. Et donc, c'est des biais, des canaux comme le tien qui peuvent justement permettre à cette littérature d'aller au-delà et de faire connaître. Et en fait, ça va faire boule de neige, et ensuite, bon voilà, et ça va sortir. Et du coup, ces auteurs-là vont être, comment dirais-je, invités, participer à des blogs, participer à des posts, à des vidéos, etc., etc. Donc je pense que c'est sur tous les fronts, comme scolaire, mais en dehors aussi, sur des gens qui ne sont que des simples lecteurs, qui aiment la lecture, mais qui forcément ne connaissent pas toute la littérature, toutes les littératures, pardon. Et ça a des gens comme, des associations comme Micella ou d'autres, de les emmener justement vers cette littérature. C'est toute une histoire de promotion, hein. De toute façon, ça revient à ça, c'est de la promotion, c'est ensuite la promotion du côté local, la promotion du côté international, la promotion également ensuite de préparer l'auteur également, puisqu'il y a tout un travail sur l'image, il y a tout un travail sur un discours, il y a tout un travail aussi sur une, sur le niveau de langue à utiliser aussi, parce que de l'autre côté, si tu commences à sortir des termes que techniques et compagnie, les gens ils vont pas te suivre, hein. Donc c'est aussi les rapprocher de ton quotidien, les rapprocher également, et aussi montrer que ta proximité avec le public, et quel que soit le type de public. Parce que le but de la littérature, le but d'un texte littéraire, c'est de dépasser les frontières, de casser les frontières. Et c'est de parler à tout le monde, parce que les problématiques qui arrivent, donc qui concernent la Guyane, qui concernent Saint-Pierre-et-Miquelon, concernent tout le monde. Et donc à partir de ce moment-là où un texte parle à tout le monde, il a réussi son travail. C'est une œuvre littéraire.
Parce que s'il ne parle qu'à un petit groupe, bah ça, ce n'est pas une œuvre littéraire. Le but de l'œuvre littéraire, c'est de casser et c'est vraiment de d'émouvoir, de créer l'émotion. Particulièrement dans ce genre de littérature, si je comprends bien, puisque apparemment leur base, c'est l'histoire commune de l'esclavage. Enfin, sauf si je me trompe, mais Patricia pourra nous éclairer. Ah non, t'as tout, Chimène. Hein. Ah ça, non, c'est fini. T'as tout. T'as vraiment de tout. Hein. Là maintenant, on a cassé les codes. Non, je parle de cette littérature-là. Après, je l'enferme pas, hein, parce qu'il y a toutes sortes de sujets qui sont, comme tu dis, qui parlent à tout le monde. Ah non, t'as tout. De toute façon, attends, tu peux pas. C'est vrai que bon, peut-être il y a certains qui vont garder qui vont garder cette thématique, mais il y en a d'autres qui sortent de ces thématiques, qui te proposent des choses totalement. Et donc maintenant, tu en as même certains qui arrivent à faire de la science-fiction. Donc tu as plein de choses qui se mettent en place, mais qui sont pas valorisées. Donc, tu as de la science-fiction, ouais. Tu as des romans policiers. Enfin, c'est pas trop tôt, parce que depuis le temps qu'on les attendait, mais tu as toutes les thématiques. Et donc, tu n'as pas que cette problématique, ou tu n'as pas que cette problématique de la langue, de la créolité et autres. Tu as d'autres choses et d'autres avantages également qui sont mis en avant. Et c'est ça qui va renaître. Parce que sinon, si tu enfermes tout le temps le truc, c'est bon, quoi, ça va. On n'en sort pas. Ben c'est ça, mais attends, je parle de mon côté un peu novice. Ben, je suis pas spécialiste de la littérature, donc je parle en tant que novice. Quand on regarde et quand on nous parle de la littérature aux Antilles et tout ça, c'est toujours sur la créolité, ceci, cela. Donc les gens, dans leur imaginaire, ils pensent qu'il y a que ça et que les auteurs des Antilles ne parlent que de ça. Ah ben non, c'est parce que de l'autre côté, tu as des mouvements littéraires, ensuite tu as des promotions, et c'est plus comme chaque fois, c'est plus facile de mettre des gens dans des cases que quand tu sors des cases pour que tu sortes et que tu proposes autre chose. C'est ça aussi. C'est plus facile de te mettre dans cette case-là et de dire oui, je suis dans cette case-là, et comme ça, c'est sûr que tu vas te faire entendre. Donc il y a vraiment d'autres choses, il y a d'autres éléments qui sont mis en avant, qui vont aussi développer d'autres problématiques. Les problématiques des banlieues. Tu as quelqu'un comme Gaëlle Octavia qui a fait un texte, on ne sait même pas de quel lieu dont elle parle. La fin donc son premier texte, on ne sait pas d'où il vient. Et en plus, elle te dit, elle mélange les cultures, elle mélange les personnages, et ensuite, tu sais pas si on est aux États-Unis, tu sais pas si on est dans les Caraïbes, tu sais pas si on est en France, mais les problématiques sont là. Et donc, la problématique, c'est une fille qui a des difficultés de parler avec sa mère. Et ça, c'est universel. Et donc là, on rentre dans des difficultés de la parole, de l'image de la femme, et donc c'est un retournement aussi. Donc tu vois. Mais toi, tu parles en tant que quelqu'un qui a l'habitude, mais comme tu as dit que cette littérature-là, elle doit parler à tout le monde, quel que soit, pas seulement à des spécialistes, professeurs ou des spécialistes ou des gens qui sont spécialistes de la littérature ou des passionnés comme Catherine, mais à des gens qui veulent découvrir un livre ou qui n'ont pas l'habitude de lire et qui pourraient commencer leur première lecture par ce genre de littérature, peu importe qu'on soit spécialiste ou professionnel, entre guillemets, je mets des guillemets quand je dis ça, de la littérature. Toi, tu baignes dedans, donc effectivement, tu sais détecter, voir un peu ce que chaque auteur a essayé de dégager dans sa littérature, dans son livre, dans son bouquin, mais tout le monde ne le fait pas. Donc c'est vrai qu'il faut plus de proximité, et dans leur promotion, dans la promotion de cette littérature-là, il faut vraiment qu'elle soit proche dans sa promotion, pas dans sa façon de d'écrire, mais dans la promotion de comment elle va le vendre, comment elle va le valoriser pour que justement elle sorte de sa zone géographique.